Comme une symphonie inachevée, on va parler de recueil de polar. Et on va espérer que même si c'est de la résilience et même si on espère que la cicatrice refermera et qu'on ne verra plus la blessure, ça reste malgré tout un fantasme. C'est dans Cosmo Rayonné. Et pour parler de cette symphonie inachevée, on reçoit Véronique Line. Les Inachevés, c'est le titre de son recueil de polar. Juste pour vous dire que lorsque la femme effeuille le suspense, parfois il y a des surprises. Exactement. Des surprises, des inattendus, parce que ça reste un recueil de nouvelles policières. Bonsoir, déjà. Véronique Line. Oui, bonsoir. Véronique Line. Merci de m'accueillir sur ce plateau. On disait que quand la femme se met dans le suspense, à essayer de créer cette atmosphère de tout peut arriver, il faut se méfier de tout, c'est quelque chose qu'on a vu quand on a lu le polar lorsqu'on était adolescente. Lorsque vous étiez adolescente plutôt. Oui, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y avait de la défiance? Je ne suis pas sûre. Vous avez perçu ça en lisant? Non, je disais, non, du suspense. Il y a du suspense, oui. Mais pas de défiance. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que... est-ce que quand on crée ça, on a envie de le vivre aussi? Pas forcément, parce que les histoires là, en tout cas, sont assez sombres. Donc on espère ne pas le vivre. Oui. Par contre, je pense que dans toute forme d'art ou d'écriture, il y a effectivement du vécu. Voilà. Et du ressenti et des émotions qu'on a pu à un moment donné avoir au cours de sa vie. Oui. Et je pose ma dernière question, Koussoum. Mettre un peu de piment, de suspense, de polar dans ses lectures, ça pimente un petit peu l'existence. Oui, d'ailleurs, si je me suis exercée à écrire sur cette thématique, c'est parce que moi-même, je suis lectrice de polar depuis très longtemps. Voilà. Et que, du coup, j'ai utilisé cette forme littéraire pour m'exprimer. Vos auteurs préférés? Edgar Poe, Agatha Christie. Oui, ça a été les premiers, effectivement. Les Américains aussi. Oui. Après, un peu, il y a eu du Mary Higgins Clark, très classiquement. Oui. Les Musso, Bussy, voilà, c'est... Les auteurs classiques, on va dire des auteurs classiques. Alors. Les auteurs classiques, oui. D'accord. Mais oui, plus jeune, enfant, effectivement, oui, Edgar Allan Poe, j'ai adoré. Alors, je vous ai cherché un peu sur Internet. C'est votre premier... J'ai pas vu beaucoup de choses. Votre première écriture, votre premier livre, est-ce que c'est le premier? Avez-vous d'autres écrits avant? Alors, c'est fait un petit peu à la Star Wars, c'est-à-dire qu'en fait, le premier roman que j'ai écrit est en cours de correction actuellement. Voilà, il est chez vous avez fait les choses un peu à l'envers. J'ai fait les choses un peu à l'envers, c'est pour ça que je parle de la Star Wars. Le premier n'étant pas un polar. Le premier a une autre thématique sur laquelle on pourra peut-être un jour rediscuter sur ce plateau. Une thématique autour du pouvoir des femmes et de la transmission. Allez-y. Et de la transmission que les femmes peuvent apporter au sein des familles. Voilà, donc et puis ensuite j'ai écrit Berlingot, qui est en fait le deuxième. Ah oui. Voilà. Et ensuite Le fil d'Ariane. Donc on est à l'envers de mon temps d'écriture. Si je me fie un petit peu à ce schéma de comportement que vous avez, c'est pas si simple de dissocier le bien et le mal, le noir et le blanc. Est-ce qu'il y a vraiment noir et blanc? Moi, je me situe le polar, c'est ça. Le polar, c'est de mettre ensemble ces éléments-là. Oui. Et c'est un peu à l'image de la vie, finalement, le polar. Tout à fait. Dissocier le bien. Tout à fait. Ah, d'accord.
Oui, et on a souvent d'ailleurs ces sentiments de culpabilité parce qu'on a une éducation qui nous fait dire qu'il y a le bien, il y a le mal, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et c'est pour ça que je parle du pardon. Puisque dans ces histoires, effectivement, il y a aussi cette notion de pardon face à des engagements ou des promesses qu'on n'a pas pu tenir. Voilà. Oui. Alors, à l'intérieur de Les Inachevés, il y a 2 recueils. Le fil d'Ariane, le premier, et Berlingot, le second. Donc, ce sont 2 histoires donc, de jeunes filles. Alors, la première histoire, c'est une jeune fille qu'on retrouve morte, et donc l'enquête va, de fil en aiguille, l'enquête va se poursuivre. Et la seconde histoire, c'est une jeune joggeuse. Ça m'a fait penser à l'histoire de la jeune joggeuse qu'on avait retrouvée morte là. Et elle, donc c'est une jeune joggeuse qui se fait kidnapper. Voilà. C'est ça. En fait, ça démarre. Les 2 histoires démarrent comme ça. C'est des jeunes filles. C'est bien ancré dans notre époque contemporaine. Et puis, on a les émotions suite à la perte de quelqu'un. Ça, c'est en plus de l'histoire policière, il y a l'histoire sentimentale, enfin, toute l'affect qui est en parallèle et qui tient aussi l'histoire. J'ai même des fois envie de dire qu'il y a eu comme 2 fils conducteurs à cette histoire. Mais je suis très contente que vous l'ayez ressenti comme ça, parce qu'effectivement, souvent je dis, il y a une première lecture qui est celle du loisir de lire une enquête policière, qui en plus n'est pas très très longue, et donc voilà, on peut lire très vite ces histoires. Et puis derrière, il y a une deuxième lecture qui est plutôt de ce que vous venez de dire, et qui laisse place effectivement à beaucoup d'affects ou de sentiments, de ressentiments. Voilà. C'est pour ça que je les ai appelés les inachevés. Alors souvent on me demande pourquoi, parce que finalement 2 polars, les inachevés, mais c'est un peu le fil conducteur en fait des 2. Comme je le disais tout à l'heure, sur ces fameux engagements ou ces promesses, et qu'on a fait à un moment donné de notre vie et qui sont avec toute la bienveillance qu'on a pu avoir à ce moment-là, de les faire, mais qui font que les aléas de la vie font qu'on ne les tient pas. Parce que la place des parents est importante dans les 2 histoires. Hein. Oui. Vraiment, c'est une place qui est là, qui est occupée, et dont les parents prennent quand même ce qui arrive à leur fille bien à cœur. Tout à fait. Tout à fait. J'allais dire que si on regarde la trame de l'histoire, les 2 principales héroïnes, c'est 2 jeunes filles. Généralement, ça va symboliser un petit peu la fragilité, la naïveté. C'est un petit peu à l'image de l'être humain aujourd'hui face à la vie. C'est ce regard-là que vous portez? Non, peut-être pas l'être humain en général, mais en tout cas, dans une période de vie, oui. Puisqu'elles sont jeunes, donc elles ont encore beaucoup de choses à découvrir, elles ont encore tout un parcours de vie à faire, et ce parcours, finalement, il est pas tout si tracé que ça, puisque justement, il va leur arriver d'autres choses qu'elles n'avaient certainement pas voulu ou prévu de vivre. Si je reprends ce que vient de dire Koulsoum, la place des parents, le rôle des parents, vous avez parlé de la transmission tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut revenir sans tomber dans un certain, j'allais dire, traditionnalisme. Il faut revenir à cette société où les parents doivent avoir ce rôle. L'enfant doit aussi avoir une conduite, parce que lorsqu'on sort un peu des cadres, je pense que lorsqu'on lit le livre, c'est ce qui se passe, c'est que la jeune fille... Un peu comme la chèvre de Monsieur Seguin, c'est de s'exposer au danger. Eh ben oui. C'est un peu ça. Alors oui, il peut y avoir effectivement ce focus-là. La place des parents est importante parce qu'effectivement, c'est notre construction familiale et c'est notre point d'ancrage. Voilà. Et du coup, ce qui va se passer au sein des familles va aussi conditionner notre futur et notre destin en quelque sorte. Voilà. Mais ce n'est pas tout.
voilà. Non. La famille est porteuse effectivement de traditions, d'héritage, mais notre vie n'est pas faite que de cela. Oui, mais là où vous montrez quand même quelque chose qui est important, c'est ce socle Tout à fait. de départ, Oui. le socle familial. Vous avez eu cette opportunité, cette chance aussi d'avoir un vrai cadre, un vrai socle de départ. Et ça construit aussi l'individu. Dans ma vie personnelle, vous Oui, voulez dire ? entre autres. Entre autres, moi je suis effectivement la petite dernière d'une fratrie de 5, comme dans toute famille avec les aléas de la vie. Mais effectivement, le fait d'être peut-être la petite dernière a permis de construire d'autres choses que l'aîné n'a pas construit, de par sa place, Exactement. qui était celle finalement d'une seconde maman pour ma sœur aînée. Voilà. Et moi, la 5e, j'étais le dernier petit bébé que les autres ont protégé et ont aidé aussi à se construire. Oui. Ouais. Alors moi, je voudrais revenir sur ces images. Alors vous voyez deux mains, la main qui perle en fait les deux histoires. Hein. On retrouve cette image, ces images toujours pareilles jusque. Alors j'aurais voulu savoir la signification. Le symbolisme des mains. Oui, pourquoi ces deux mains elles ne changent jamais. Hein, c'est toujours cette main un peu forte, peut-être la main d'un homme et celle peut-être d'un enfant. Enfin, j'en sais rien. Alors les dessins sont inspirés en fait de mes propres dessins parce que je peins et je dessine. Ah d'accord. Voilà. Et du coup, ils ont repris effectivement des éléments de mes créations. Les mains, oui, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que la main, c'est la main tendue, c'est l'aide, c'est le bonjour. Voilà, on peut imaginer. Juste ouvrir une parenthèse, faire un clin d'œil à Jean-Jacques Goldman, qui lui a chanté Nos mains. Effectivement. Et ça avait d'autant plus de signification pour moi que j'ai eu également une formation en langue des signes. Ah oui. Et alors, à un tout petit niveau. Mais donc là, c'est voilà. à savoir aimer, c'est Florent Pagny. Oui, ça va. Alors, la communauté sourde vous dira que Florent Pagny n'était pas un bon modèle, en tout cas dans le oui, ça c'est clair. Mais bon. Mais il l'a fait. Il l'a fait, voilà. Non, c'est pas le seul. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait avant lui. Mais il a quand même chanté avec les signes. Oui, tout à fait. Donc voilà, la main pour moi, oui, c'est la main tendue, c'est la résilience, c'est l'aide qu'on peut trouver au cours de son chemin de vie. Donc oui, c'est important pour moi. Et là, je suis en train de dessiner quelques tableaux avec des signes forts comme l'amitié, voilà, des choses comme ça. Donc oui, on est dans la main. Alors donc on va suivre dans la première histoire Fil d'Ariane, notre inspecteur Lopez, qui va, donc c'est un jeune inspecteur et qui va se retrouver face à des gros bonnets de la mafia et et donc oui, de la mafia russe. Et alors vous avez choisi les Russes, on est en plein événement avec les Russes. C'était choisi avant, oui, c'était choisi avant le 24 février, effectivement. Du coup, ça m'avait même un petit peu bloqué dans la suite en me disant, c'est peut-être pas trop le moment d'aborder ce sujet. Puis je me suis dit, finalement, ça n'a aucun rapport avec le conflit international. La mafia russe existe. Ce qu'on en sait, voilà, c'est dit aussi dans le livre. Alors peut-être aussi rétrospectivement un petit clin d'œil à mes origines russes, moi aussi. Oh, d'accord. Avec un grand-père qui a fui la révolution, le régime du tsar. Et voilà, c'était peut-être ça qui m'a inspirée, mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Et puis la déchéance de cette jeune fille de 17-16 ans, qui part d'une petite cigarette, un petit taf, un petit zamal comme on va dire, et vas-y, l'héroïne, et voilà, la prostitution. Enfin, c'est vraiment la descente. C'est la descente aux enfers. De cette jeune fille. Ça vous est venu comment l'idée ? C'est parce que vous avez l'impression que les jeunes filles peuvent
tomber dans ce schéma-là. Tout à fait. C'est pas anodin, c'est quelque chose qui est assez courant. Et cette déchéance, elle peut arriver très très vite. Très très vite. Et, pour elle, ça se passe très vite. Hein. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est le style nouvelle qui veut aussi cette brièveté? Peut-être aussi, mais on sait que oui, on peut, au travers d'un événement qui paraît très simple ou pas si important que ça, finalement entrer dans une cascade infernale et se retrouver dans cet état, comme Ariane. C'était dans les années 80 ou 90, je ne me rappelle plus, je ne suis plus trop sûr. Il y avait un livre qui est sorti, une jeune fille qui donne son prénom, 13 ans, droguée. Moi, Christiane F. Oui, je l'ai lu moi aussi à l'époque. À l'époque, moi aussi, je l'ai lu. Oui, et ben c'est C'est un peu, C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et pour Christiane F, c'est parti très très vite aussi. Oui, voilà. Et c'est une histoire vraie. Et ça va durer 2 ans, je crois. Cette histoire va durer 2 ans. Jusqu'à ce que ses parents la rattrapent dans sa descente aux enfers. Aux enfers, oui. Et donc, là, ils ne l'ont pas rattrapé, malheureusement. Parce que dès le début, on sait ce qui lui arrive. On la retrouve morte les premières pages. Ça y est, quand l'inspecteur arrive sur le lieu, on sait déjà. Il arrive, pour enquêter sur ce décès, sur ce cadavre. Sur ce cadavre. Alors, cette histoire, elle peut se passer n'importe où. Tout à fait. Envie de dire. Et quand on est parent, on a toujours peur. On nourrit cette peur. Qu'est-ce qui arrive à nos enfants, surtout à cet âge où ils ont envie de s'envoler, où ils ont envie de nous quitter. Donc c'est tout à l'heure de la provocation et de la bravade. Tout à fait. Et comme vous le dites, ça peut être n'importe où. D'ailleurs, lorsque j'écris, je donne pas forcément trop de détails sur les lieux et l'environnement. Même si Saint James, on sait un petit peu, mais on se doute. C'est venu comme ça en fait. La marina de Saint James, je sais même pas si elle existe. Je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Voilà. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ça pourrait être n'importe où. Après, effectivement, comme il monte à Paris, là, il a fallu un petit peu quand même décrire des éléments de Paris entre la rive droite et la rive gauche. Mais le reste, finalement, ça peut se passer n'importe où. Et on a toujours peur, quand on a des enfants, d'être dans des schémas, dans ce type de schéma. Et la seconde histoire, c'est aussi cette jeune fille qui réussit tout, qui est en train de finir ses études et qui rêve de découvrir le monde. Et bam, le kidnapping arrive là et tout ça va s'arrêter d'un coup. C'est exactement ça, oui. Comme quoi on a des trajectoires, encore une fois, comme je le disais, qu'on pense toutes tracées, sur lesquelles on va se projeter, on va s'imaginer, et puis un événement fait que les choses prennent une autre direction. Voilà. Là, il y a l'exemple qu'on peut citer, c'est le film, la série, il y a eu 3 films, Taken, avec Liam Neeson. Oui. Ce film est enlevé par, tout à fait. Par des gens pour être vendus comme une femme à un émir ou en tout cas un richissime homme musulman. Et lui, il va aller chercher sa fille pour montrer qu'on est vraiment aujourd'hui, les jeunes filles ne sont pas à l'abri non plus. Tout à fait. Et on va juste, je vais faire ça parce que à l'époque, j'ai essayé de comprendre cette affaire. C'est l'institutrice de Saint-Joseph qui a disparu en 1988 et qu'on n'a jamais su ce qui s'est passé. L'hypothèse a été évoquée par des proches de la famille qu'elle a été enlevée et pour un réseau de prostitution. D'accord. C'est une histoire que je ne connaissais pas puisque je n'étais pas encore sur l'île, mais qui est, oui, effectivement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que nul n'est à l'abri aujourd'hui, surtout qu'il existe des réseaux tout à fait vraiment efficaces dans le kidnapping, dans l'enlèvement, dans la disparition des gens. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que lorsqu'on parle de ça, c'est pour ça que je disais que c'est comme si on lâchait une feuille dans le vent, et la jeune fille, c'est un petit peu cette feuille qui va être portée au gré du vent, et l'image de la vie, elle n'est pas à ce moment-là rassurante. Ah ouais.
Ben oui. Et puis là, vous suivez donc ce réseau. Vous tirez les fils un par un pour le fil d'Ariane, le fil d'Ariane pour évoquer donc ce réseau. Et là, on sait à peu près ce qui se passe. Mais alors, moi, ce qui m'a le plus touché dans les deux histoires, c'est Berlingot, parce que on ne sait pas. En fait, on ne sait jamais où vous nous emmenez. Pendant un moment, je me suis dit, mais comment elle va se sortir de là. Comment elle va se sortir? Est-ce qu'elle se sort déjà de là? Et c'est pour ça que peut-être que j'aurais une préférence. Bon, j'ai bien aimé aussi le fil d'Ariane. J'aurais peut-être une petite préférence pour Berlingot. Beaucoup de lecteurs me le disent. Effectivement, Berlingot les a plus touchés. Oui. Parce qu'il y a plus de suspense du début jusqu'à la fin où on ne sait pas trop où on va, comme ce que vous disiez, comment elle va se sortir de là, mais comment ça va se terminer. Voilà. Alors je dois dire que moi-même, quand j'écris, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas forcément la fin, ni une trame très précise, et je me laisse guider un petit peu à l'intuition, et ce sont mes personnages essentiellement qui me guident. Voilà. Et donc, j'avais absolument pas l'idée de terminer en fait Berlingot comme ça. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Et vous avez autre chose en préparation? Alors du coup, Le Phénix, effectivement, mais qui n'est pas du tout un roman, comme je le disais, policier. Voilà, qui n'est pas un roman autobiographique. Certaines personnes ont pensé que c'était de l'autobiographie. En fait, vous partez sur autre chose. Oui, mais c'était le premier finalement, celui-là. Donc voilà, là c'est un peu des galops d'essai. Je m'essaie à l'écriture et j'attends beaucoup de retours en fait. Surtout, voilà, qu'on puisse me dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, comment il l'aurait vu. Voilà. Fil d'Ariane, j'ai une amie qui me dit je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, c'est dommage, il en faudrait un peu plus. Voilà. Donc ça me donne aussi l'idée peut-être de reprendre le fil d'Ariane et de le développer. D'en faire un roman, et plus qu'une nouvelle. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ce sont tous ces retours-là qui effectivement sont très importants, parce que moi je me considère encore très novice et dans l'apprentissage. Et du coup, oui, je vais essayer de tirer un petit peu de tout ça, mes petits fils à moi, ma petite pelote à moi. Et juste, puisqu'on parle de film, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le film de Morgan Freeman, Le Masque de l'araignée, Oui. Voilà encore une histoire de fil, encore un psychopathe qui agresse les femmes, qui enlève les femmes pour les violer, et encore des travers. Et en plus, je ne vais pas dire la fin, mais quand on découvre qui est le responsable, voilà, c'est ça. C'est surprenant. On tombe vraiment des nues. Ouais. Et je comprends que ce film ait bien marché, qu'il a été... Parce qu'on ne s'attend pas à la fin. Ouais, vraiment, c'est... D'autant que lui, il est impliqué, puisque sa nièce fait également partie des filles, donc, enfin dans le film. Tout à fait. Je trouve que voilà, c'est encore une fois le fil, quand on parle de l'araignée, le fil d'Ariane, je trouve qu'il y a des choses qui reviennent, et ça montre aussi que il faut vraiment détricoter ou suivre. Détricoter le nœud gordien. Exactement. Merci en tout cas pour cet échange. En tout cas, Véronique Line, on a pu voir déjà toute une facette de vos talents, et on va voir dans le temps qu'est-ce que vous allez encore nous proposer. Moi, le plaisir de vous recevoir sur ce plateau lorsque vous mettrez d'accord avec Koulsoum Lelibou. Merci à vous. Merci Koulsoum pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.